Pendant très longtemps, il ne se passait rien. Et du jour au lendemain, quand j'ai enlevé la mention de travailleur handicapé, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. La première insulte la plus répandue au collège, c'est sale PD. T'es sale PD juste parce que t'as deux mamans. Le sexisme, et c'est tout con à répéter, et j'aime bien le répéter, c'est pas un point de vue. C'est condamnable par la loi. On a créé des postes placards dans lesquels on a parqué des gens. Quand on vient regarder dans l'évolution des carrières de ces gens-là, on va trouver des années plus tard qu'elles sont toujours au même endroit. Donc pour cette dernière, on a décidé de choisir de parler du sujet de diversité, équité et inclusion avec 3 super intervenantes que je vais laisser se présenter dès à présent. Moi, c'est Sylvie Lee. Et tout d'abord, je remercie infiniment Clémence et Find Yourself de cette invitation. Et je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je suis 4/5e business analyst à Valeo, 1/5e autrice de livres pour enfants, militante engagée dans la lutte contre le racisme et la haine anti-LGBT. Et je suis également référente éducation et prévention au sein du pôle, au sein de l'AJCF, l'Association des jeunes chinois de France, et bénévole au sein des enfants d'arc-en-ciel pour accompagner des femmes lesbiennes dans l'accès à la parentalité. Moi, c'est Zoé, je m'appelle Osée sur les réseaux sociaux, je suis la fondatrice de Bonne à marier, qui est un podcast sur la commercialisation de l'intime. Je traite principalement des sujets autour du travail du sexe, de la pornographie. Le reste du temps, je suis salariée chez L'Oréal. Je travaille pour la marque L'Oréal Paris et je suis en charge de la communication de la marque et notamment sur le volet féministe et engagé. Merci Clémence pour cette invitation. Merci à toutes d'être présentes. Je suis Lisa Ngembok. Je suis entrepreneur social depuis 18 ans. Je travaille beaucoup sur les questions de l'inclusion. Mon parcours m'a forcé à prendre la parole là-dessus pour aider notre société à avancer sur les discriminations qui sont faites aux femmes et aux personnes en situation de handicap. Je suis la présidente fondatrice d'une fondation qui s'appelle Ahadi Foundation que j'ai créée. Déjà pour commencer, quand on parle de diversité, équité et inclusion, ça veut dire qu'il y a forcément des discriminations. Selon vous déjà, je parle de votre expérience personnelle, mais aussi des choses que vous avez pu projeter avant de vous mettre sur ces sujets-là. Quels sont les biais qui empêchent à un individu et ou à une structure de penser de façon inclusive? Quand j'ai commencé à chercher du travail, que je mettais naïvement sur mon CV la mention de travailleur handicapé, pendant très longtemps, il ne se passait rien. Et du jour au lendemain, quand j'ai enlevé la mention de travailleur handicapé, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Si on a des biais, par exemple, de confirmation où on est fermé à d'autres idées, on est fermé à d'autres façons de voir les choses. Là, en ce qui me concernait, c'était juste la mention du travailleur handicapé. Ça veut dire qu'on a projeté des choses sur le handicap qui ne sont pas ma réalité. Quand je prenais la peine de dire aux gens au téléphone que vous parlez à une personne handicapée, mais là, ça remettait un peu les choses en perspective. Donc, il y a la question des biais de représentativité. Quand on est ensemble dans des groupes où on se ressemble tous, où on n'a pas la voix d'autres personnes qui sont minoritaires, qui sont marginalisées quelque part. Donc, on prend des décisions qui ne tiennent pas compte de ces groupes. Je fais de la sensibilisation par rapport au racisme anti-asiatique parce que j'ai régulièrement entendu tous les Asiatiques se ressemblent, vous êtes asiatique, tous les Asiatiques sont des Chinois. Pourtant, il y a plus de 50 pays en Asie. Et donc, j'ai découvert ce biais de groupe qui consiste à homogénéiser les personnes qui sont extérieures à notre communauté, les simplifier. Et donc, c'est ça qui fait que on considère, les personnes qui sont non asiatiques considèrent les asiatiques comme monolithiques. Et pareil, les personnes noires se ressemblent, etc. Et j'ai appris que c'était pour qu'il y ait moins de fatigue mentale, pour que la personne puisse se concentrer davantage sur son groupe. Pour que les gens comprennent bien aussi pourquoi vous êtes là, est-ce que chacune peut revenir un peu sur son histoire personnelle? Qu'est-ce qui vous a fait que vous êtes impliquée particulièrement sur ces sujets de diversité, équité et inclusion et qui vous ont amené à avoir ces réflexions-là? Je trouve que c'est presque la conséquence d'un militantisme féministe au global qui est arrivé très tôt dans ma vie,
de par mon éducation, de par mon histoire. Et en fait, là où ça s'est plus matérialisé, c'est quand j'ai compris mes sujets de prédilection. Donc, je le disais, la commercialisation de l'intime, le travail du sexe, etc. Et en fait, on se rend compte que ces sujets-là, ils sont au carrefour de plein de sujets. Et en fait, la diversité, l'équité, l'inclusion, c'est pas qu'en entreprise, c'est aussi sur ces thématiques-là. J'ai commencé à développer mon militantisme, un féminisme intersectionnel, la création de mes réseaux sociaux, de mon podcast, etc. Et en fait, c'est des lunettes après qu'on n'enlève plus. Je suis née au Cameroun où j'ai rencontré des problèmes de santé quand j'avais 4 ans. Et j'ai été envoyée en France pour avoir des soins plus appropriés. Donc, après un long parcours hospitalier, je suis retournée à l'école. Donc, j'ai fait la Sorbonne Nouvelle. Je suis allée aux États-Unis finir mes études. Et je mettais sur mon CV la mention de travailleur handicapé quand je suis rentrée dans le monde du travail. Et donc, c'est là ma prise de conscience que le handicap est un problème de société. Parce que, justement, je me suis confrontée à cette barrière juste par la mention de travailleur handicapé. J'ai commencé à entreprendre et en entreprenant, ce n'était pas sur le sujet du handicap, de l'inclusion. J'ai commencé à faire des projets artistiques. Et à chaque fois, les personnes qui venaient aux événements que j'ai rencontrés étaient très surprises de voir une personne handicapée faire cela. Donc, c'est vraiment ça qui a fini par me propulser dans cette question du handicap pour voir comment je pouvais aider la société à mettre d'autres lunettes pour voir le handicap autrement. J'ai grandi en Seine-Saint-Denis et quand j'étais petite, on se moquait de moi, de mon chinois. On m'incitait à parler chinois pour ensuite faire Ching Chang Chong, je comprends rien, tout ça. J'ai réussi à vivre mon lesbianisme de manière positive au moment où mon père a accepté tel que je suis. J'ai cheminé avec ma compagne, on a fait un parcours de PMA clandestin. Et ensuite, mon fils, à 3 ans, il a dit, avec une certaine colère, « Deux mamans, c'est trop. Je veux qu'une seule maman et un papa. » La première insulte qu'il a pu répandre au collège, c'est « sale pédé ». T'es sale pédé juste parce que t'as 2 mamans. Et donc, c'est pour ça que je milite, parce que j'ai pas envie que mon fils soit confronté à ça. Selon vous, c'est quoi aussi les conséquences, en fait, les conséquences des discriminations qu'on peut vivre, encore une fois, aussi bien en entreprise que dans le bien-être des individus au sein de la société de façon plus générale? Il y a un travail énorme à faire en fait. En fait, les discriminations peuvent tuer quelqu'un. Mais vraiment tuer. Il y a d'abord la mort sociale, mais il y a la mort physique aussi, en passant par les problématiques de santé mentale. Il faut qu'on ait conscience que les discriminations sont très graves. Les effets pervers sont protéiformes. On n'a pas les mêmes ressources pour répondre de la même manière aux discriminations. D'autres personnes vont avoir plus de ressources pour pouvoir rebondir, mais d'autres personnes n'ont pas ces ressources-là. Et donc, leur vie, elles vont passer à côté de leur vie. Aujourd'hui, on est là à faire tout ce travail d'éveil de conscience pour montrer que justement, les discriminations vont au-delà de juste l'acte qu'on vient de poser. Ça va poursuivre la personne tout au long de sa vie. D'après l'étude nationale menée par l'autre cercle, cette enquête qui s'appelle « Voilà, visibilité ou invisibilité des lesbiennes au travail » révèle que 53% de ces femmes ont vécu au moins une agression ou un acte lesbophobe dans leur environnement professionnel. On s'invisibilise parce qu'on a peur, parce qu'on a peur pour soi, on a peur de se mettre en danger, et on renonce même à des droits dont par exemple, 38% refusent de mettre le nom de leur conjointe sur leur mutuelle, sur leur plan épargne entreprise ou comme numéro d'urgence si elles ont un accident. Il y a beaucoup de frilosité à parler d'orientation sexuelle en entreprise, mais quand on prend un café, à la pause café, on dit « Alors, comment ça s'est passé ton week-end » Moi, je masculinisais le prénom de ma copine dans ma première boîte. Comment est-ce que les entreprises pourraient faire en fait pour soutenir davantage du coup toutes les personnes qui sont minorisées? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? C'est quoi les freins en fait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on n'y est pas? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Je crois beaucoup au quota. Faire en sorte qu'on ait un recrutement inclusif fait que dans 50 ans, on aura une diversité en entreprise qui sera plus amplifiée. Pour moi, c'est encore enfermant, c'est encore stigmatisant. Je n'accepterai pas qu'on me recrute dans les quotas. Peu importe. Okay. On a créé des postes placards dans lesquels on a parqué des gens. Quand on vient regarder dans l'évolution des carrières de ces gens-là, on va trouver des années plus tard qu'elles sont toujours au même endroit. Moi, je pensais comme toi avant, en toute transparence. Je me disais, en fait, non, moi, ça m'embêterait qu'on me dise, on t'a pris parce que t'es une femme noire.
Sauf que potentiellement, en fait, on va pas me prendre parce que je suis une femme noire. Donc aujourd'hui, mon point de vue, c'est de dire que, en fait, prends-moi parce que je suis une femme noire et de toute façon, je ferai le taf et tu pourras plus rien dire. Il faut outiller les personnes, il faut outiller les femmes, qu'elles aillent chercher, qu'elles aillent arracher cette place. Pas qu'on les prenne parce qu'elles rentrent dans un quota, mais parce qu'elles sont qualifiées, elles vont compétir avec les autres au même niveau et elles vont prendre la place. Et une fois qu'elles sont en place, elles vont montrer qu'elles savent faire le taf. Et elles pourront faire venir toutes les autres femmes. Il y a ces chiffres, moi, qui m'avaient choquée, mais en gros, tu as 70% des compétences pour un poste et une femme, tu vas pas y aller et tu vas pas postuler. L'homme, il a 50% des compétences. Il le fait quand même. Et il y va et il se dit, mais c'est pas grave. Nous, on est là, on se dit, bah non, en fait, ce poste, il est pas pour moi. Et donc, forcément, et je rêve de ce déblocage. C'est nécessaire d'aller avoir des alliés qui ne sont pas concernés, mais qui comprennent la problématique et qui vont pouvoir aussi, si les gens se comportent mal. Les sanctions, moi, je ne suis pas tellement ouverte aux sanctions parce qu'on peut faire évoluer les gens en les mettant face à leurs bêtises. Rien que le sexisme ordinaire, c'est vraiment un discours un peu ambiant en entreprise. Hein. C'est vraiment que ça soit les stéréotypes liés à des métiers de communication, de RH versus la finance, le sexisme, et c'est tout con à répéter, et j'aime bien le répéter, c'est pas un point de vue. C'est condamnable par la loi. On ne peut plus laisser passer ça. Donc, même si il nous incombe une grande responsabilité au quotidien de révéler et de ne rien laisser passer, et parfois on n'a pas envie de passer pour la relou, on n'a pas envie de passer pour la féministe de service, en fait, il nous incombe quand même à n'importe quel degré de hiérarchie, en tout cas, il faut pointer du doigt. À l'échelle plutôt gouvernementale et des politiques publiques, qu'est-ce qui peut être mis en place pour que justement les personnes minorisées qu'on soit dans une société qui est encore une fois plus inclusive, tout simplement. C'est important de sensibiliser les professeurs, les membres des établissements scolaires, l'équipe dirigeante, à la diversité et inclusion. Par exemple, il y a du racisme ou il y a de la LGBT-phobie. Les professeurs ne savent pas forcément bien réagir. Il y a un copain qui fait ça, la prof dit c'est juste pour rire. Au lieu de dire c'est un comportement raciste punissable par la loi, elle dit c'est juste pour rire. Voilà. Et donc la nièce, elle était en larmes. C'est un vrai problème. Parce qu'en fait, pour que ces sujets émergent en entreprise, mais au-delà de l'entreprise, que ça émerge dans le quotidien, que ça émerge dans les écoles, que ça émerge dans les institutions publiques, on a besoin de le pointer comme problème public. Et pour que là, c'est le gouvernement qui a un rôle à jouer. Et le problème, c'est que toutes ces sensibilisations, c'est que dans les mains des assos. Et c'est un peu triste ce que je veux dire, mais c'est que derrière, il y a une question d'argent, il y a une question financière qui est considérable, et on n'a juste pas assez d'investissement, en fait. Moi, j'ai envie de dire que c'est une question de stratégie, en fait. Ouais, stratégie gouvernementale. Il n'y a pas de manque de moyens parce qu'il y a énormément de fondations qui donnent de l'argent. Moi, je suis membre bénévole de 2 fondations. Et je vois l'argent qu'on donne aux associations pour faire leurs actions au quotidien. C'est une question de stratégie. Il faut vraiment une vraie stratégie pour enrayer les discriminations, quelles qu'elles soient. Là, dernièrement, a eu lieu le premier forum étudiant de TETU Connect. Ouais. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une grande première. Et ça permet à des étudiants LGBT de se dire, tu peux aller dans ces différentes entreprises qui sont open, qui sont vraiment ouverts, qui vont t'accueillir à bras ouverts, peu importe si tu es LGBT ou pas. TETU Connect, c'est l'association, je ne sais même pas si c'est une association ou c'est carrément une entreprise, qui est une autre partie du magazine TETU. TETU, c'est un magazine LGBT. Et donc TETU Connect travaille avec des entreprises pour diversifier, travailler sur la diversité et inclusion en entreprise. Et donc ils ont organisé ce premier forum de recrutement des étudiants. Quel est le rôle des médias aussi par rapport à la représentation, encore une fois, des personnes qui sont minorisées et par rapport à la perception aussi de l'inclusion? Qu'est-ce que les médias pourraient faire de plus, devraient faire de plus? Les médias doivent être le miroir de la société. Hein. Et donc de la diversité de la société. Oui, mais oui. Donc les médias fabriquent les normes. Plus on va montrer des groupes, montrer ces groupes-là, plus ça va ancrer certaines perceptions, certains stéréotypes, certains préjugés. Quand tu te rends compte que le temps d'antenne, il est maximum
le matin pour les publicités de produits ménagers pour les femmes, ça pose quand même question. Comment ça, quand il y a des sujets clivants, c'est toujours des hommes blancs qui prennent la parole, quand il y a des marronniers de toute manière qui font vendre le voile par exemple, etc., et qu'il n'y ait aucune personne voilée sur les plateaux, moi ça me pose question, et c'est là où la représentation, il y a une responsabilité qui est terrible, il y a une responsabilité, et c'est pour ça qu'il faut que à la tête de ces rédactions et à la tête de ces canaux dominants de diffusion d'informations, il faut qu'on ait des personnes sensibilisées, il faut qu'on ait des personnes minorisées, il faut qu'on ait des femmes, enfin, ça me paraît essentiel parce que ce qu'on voit aujourd'hui, et quand tu vois les chiffres des temps d'antenne, c'est absolument pas inclusif. C'est la même chose dans les films. Donc, Cinégalité, l'étude de la diversité dans le cinéma par le collectif 50-50, sur la base d'un panel de 115 films en 2019, montre que 79% des personnages sont blancs, 9% noirs, 9% arabes et 2% asiatiques. Et j'en parle même pas du monde de l'éducation. J'ai fondé ma propre maison d'édition, 38 Lingua, parce que j'ai écouté Charline Wariki, influenceuse du compte Instagram Mon Fils en Rose, Grassley, autrice, et c'était vraiment très intéressant d'apprendre que en France, les maisons d'édition préfèrent acheter les droits d'auteur de best-sellers de livres jeunesse étrangers, les faire traduire, plutôt que de donner la chance à des nouvelles générations pour produire des livres. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, Sylvie, lance-le toute seule. En plus, moi, je fais la promotion du multilinguisme. Un livre en français et en chinois, il y en a très, 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 très peu. Et au moins, j'aurais aidé quelques parents, et c'est déjà ça. Ma dernière question, avant de laisser du coup la parole aux personnes qui sont présentes, c'est comment est-ce que chaque individu, déjà ici à son échelle, ici présent, peut faire en sorte d'agir vers une société qui est plus diverse, qui est plus inclusive, qui est plus égalitaire. Est-ce que vous avez des ressources à partager? Moi, je dirais de faire ce travail qu'on demande aux entreprises de faire, c'est-à-dire de s'interroger soi-même sur nos propres biais. Et c'est un travail qui doit se faire en permanence, en fait. C'est pas on le fait une fois et puis c'est bon. Est-ce que les décisions que je prends ne sont pas biaisées? Est-ce que je suis juste dans la décision que je prends? Il faut faire aussi un travail d'écoute active. Il faut vraiment écouter les gens. Parce que des fois, on pose des questions, on a déjà les réponses. Enfin, on n'attend même pas que la personne nous dise, on sait déjà. Donc, il faut essayer de se débarrasser soi-même de ses propres biais, de ses propres préjugés, parce qu'on en a tous. C'est vraiment notre contexte culturel qui fait qu'on est comme ça. Mais si on se met dans une posture où on s'interroge, on se remet en question, on va à la rencontre de l'autre. Je pense qu'il faut aussi aller vers ces sujets, mais se rappeler que toute la charge n'est pas sur nos épaules. On a une charge éducationnelle en tant que femme qui est assez énorme, rien que pour les biais sexistes. Donc il faut y aller, mais il faut aussi influencer les personnes autour de nous pour avoir de plus en plus d'alliés et qu'ils soient présents ici, parce que ça pose quand même question, même si je suis ravie d'être... Enfin, je sais pas si c'était par non-mixité. Hein. Si, les hommes étaient bienvenus. Donc il y a quand même une absence. Et puis à partir du moment où on crée des espaces de parole, donc... pour ma part, moi, c'est mon podcast, mais qu'importe, vraiment des espaces de parole associatifs, médiatiques, donner la parole aux personnes concernées et tenter de montrer des panels représentatifs et de pas aller sur la facilité. S'informer, se former, c'est vraiment important. Nommer les choses, apprendre les concepts et se déconstruire. Parmi les ressources, je dirais Décolonisons-nous de Frank Lau, Survivre au taf de Marie da Silva, très bien, parce qu'elle parle des différentes formes de discrimination et elle donne des tips. Et c'est vraiment basé sur des témoignages de femmes qu'elle a accompagnées, victimes de discrimination intersectionnelle. Et elle explique comment reprendre sa carrière en main, et c'est vraiment très bien écrit. Suivre des influenceurs, suivre des podcasts, vraiment je trouve que c'est d'utilité publique. Si on s'informe, eh bien on est moins ignorant, et si on est moins ignorant, eh bien on peut prendre des décisions, comme tu l'as dit, moins biaisées. Merci beaucoup à toutes les trois, vraiment merci, c'était un super moment.